Nora Ourad, vous êtes aussi un peu la représentante, la témoin de l'Union départementale de Seine-Saint-Denis, qui est une union qui travaille beaucoup sur la domiciliation. Je vais vous demander peut-être rapidement quelques chiffres pour préciser sur et la Seine-Saint-Denis et sur le CCAS de Saint-Denis. Et puis après, ça va être également de nous parler de la question des partenariats. Partenariats avec les hôpitaux, partenariats avec Médecins du Monde, il me semble. Et puis également sur la question de la coordination, sur laquelle l'Union départementale de Seine-Saint-Denis a beaucoup travaillé. C'est beaucoup mobilisé. Bonjour à tous. Donc, je vais vous donner effectivement quelques données chiffrées. Donc à la fois par rapport au CCAS de Saint-Denis, mais ce qui était très bien, c'est que j'ai dû effectivement travailler sur la question de la domiciliation. Au moment où on a lancé un groupe de travail à l'Union départementale du 93 sur cette question de la domiciliation. Donc j'ai cheminé sur les deux plans et c'était très bien. À partir de 2008, on a mis en place un groupe de travail à l'UD 93. Et tout de suite nous est apparu effectivement le constat de la non prise en compte ou de la non mise en place de la domiciliation par nos homologues du département, notamment le CCAS de Saint-Denis, puisque je venais d'être recrutée, par effectivement la méconnaissance du dispositif et puis un petit peu cette crainte de l'appel d'air. Donc appel d'air qu'on retrouvera après sur mon territoire à Saint-Denis. Je vais vous donner des chiffres et une petite prise comme ça. Donc entre 2008 et 2010, on a eu des séances de travail où on a élaboré ce qu'on appelle un guide de bonne pratique, un référentiel de la domiciliation pour les CCAS. Et ce référentiel a fait l'objet d'une présentation aux équipes à 21 CCAS entre 2010 et 2011. Nous avons été présentés ce référentiel donc à 21 CCAS. Il faut dire qu'on partait d'assez loin sur le département. Avant 2008, il n'y avait que 4 CCAS qui domiciliaient. Aujourd'hui, on est à plus de 35. J'arrive pas à retenir le chiffre tellement je suis impressionnée. À chaque fois, on me reprend. Mais j'ai du mal à suivre. Donc, une fois effectivement qu'on a présenté, à chaque fois qu'on allait présenter ce référentiel, c'était effectivement toujours ces mêmes questions de comment on met en place, comment on évalue le lien avec la commune, comment on reçoit une personne qui fait une demande d'asile, une demande de domiciliation, à quoi elle a le droit derrière. C'est toutes ces questions qui reviennent fréquemment. Donc maintenant, par rapport au territoire sur lequel je travaille, donc Saint-Denis, quand on a mis en place la domiciliation, c'était en 2010, on était à 450 domiciliés. En fait, on a récupéré, les domiciliations que le Secours catholique faisait pour le compte du CCAS. Et à cette époque-là, les personnes ne pouvaient pas faire de demande directe. Elles passaient obligatoirement par un entretien avec un travailleur social de la circonscription qui est municipal à Saint-Denis. En 2011, nos chiffres se montent à 1200 domiciliés, 2012, 2400 domiciliés, 2013, 3000, et 2014, on se calme un petit peu, 3350. Et vraiment, les difficultés, c'est celles que vous avez citées, c'est le volume de tri de courrier. En 2013, on a distribué environ 18 000 courriers. Je dis environ parce qu'on n'a pas d'outils effectivement qui nous permettent d'être si précis que ça. Il nous est arrivé de ne pas distribuer en temps et en heure du courrier. Moi, j'ai souvenir d'un monsieur il y a un mois qui a vraiment fait un esclandre parce qu'il avait une proposition d'offre de logement social. Et il a fallu effectivement retrouver le courrier, faire un courrier au bailleur, expliquer que ce n'était pas l'usager qui était en tort, mais bien le service qui n'avait pas pu distribuer le courrier à temps. La non-informatisation, elle est vraiment au cœur de notre problème quand on a un volume aussi conséquent que celui du CCAS de Saint-Denis. Nous, on est en train de travailler sur l'élaboration effectivement sur la base d'un logiciel. On a fait passer, alors c'est pas Noël, mais mes collègues de la direction de l'informatique ont vraiment pris en compte toutes nos demandes et tous nos besoins. Et on va en arriver effectivement à avoir un système où l'usager va être prévenu quand il a du courrier. Il va être prévenu s'il n'est pas passé pendant une période de 3 mois. Il va être prévenu un mois avant la fin de la domiciliation. On essaye vraiment aussi de rendre l'usager acteur là-dedans.
Par rapport au refus, tout à l'heure vous parliez des refus. En réalité, c'est pas tant le refus de première demande, moi, qui me pose question par rapport au lien, puisqu'à partir du moment où on tente d'évaluer le lien à travers des critères de la loi Dallot, j'allais dire avec des justificatifs qui sont assez simples, qu'on a listés dans le référentiel, ça va. C'est au moment du renouvellement où ça pose vraiment question. Moi, j'ai des entretiens qui me sont rapportés par mes collègues de l'accueil. Un monsieur qui va avoir eu la domiciliation parce qu'il a des soins sur le territoire. Au moment où il fait son renouvellement, il n'a pas été voir son médecin les 6 derniers mois, et tant mieux pour lui. Et sa question, ça va être, mais est-ce qu'il faut que j'aille voir mon médecin? Il faut que je sois malade pour être domicilié. Donc ça, c'est des petites choses, mais il faut vraiment pouvoir effectivement les traiter. Alors sur la question du partenariat, on se rencontre, on tente tous les cas, une fois par an avec le Secours catholique et Médecins du Monde, et si ce n'est pas une rencontre, c'est autour de situations, j'allais dire, sur lesquelles on s'interpelle. Avec Médecins du Monde, on s'était mis d'accord et on se revoit dans 3 semaines pour en discuter, sur la question des primo-arrivants, où là, moi je dis en tant que CCAS, c'est assez compliqué d'évaluer le lien d'une personne qui est primo-arrivante dès lors qu'elle n'a pas de justificatif qui la lie effectivement au territoire. Donc c'est le Médecin du Monde qui prend en charge à partir du moment où la personne se présente à Médecin du Monde pour avoir des soins. La question des soins est derrière. Et ensuite, alors il y avait 3 catégories effectivement de public, les primo-arrivants, les personnes qui sont complètement perdues dans notre paysage administratif assez complexe. Celles-ci aussi, quand il y avait un manque d'autonomie, Médecins du Monde acceptaient de les domicilier en premier. Par contre, nous, on prenait au moment du renouvellement. Et la 3e catégorie de personnes, c'est les personnes qui ont de multiples attaches. Et ça, c'est très, très complexe. Est-ce que c'est à nous, CCAS, d'évaluer quelle est la meilleure attache? Moi, je pars du principe que c'est à l'usager de dire qu'il préfère être domicilié à Saint-Denis ou ailleurs. Mais c'est vrai qu'avec les volumes qu'on a, à un moment donné, on commence effectivement à saturer. Après, le partenariat avec le Secours catholique, il est plutôt effectivement sur nos personnes que l'on refuse. On les oriente vers le Secours catholique de Reny, qui est le central sur le 93, qui va réorienter de fait, à partir du moment où c'est Saint-Denis qui a refusé, sur le Secours catholique de Saint-Denis. Donc on fait faire des allers-retours à des gens, et c'est ça aussi qu'il faut essayer de travailler. Ils sont assez en difficulté comme ça. L'intérêt, c'est qu'ils puissent ouvrir des droits le plus rapidement possible, et donc de tenter de raccourcir les délais. Tout à l'heure, c'était la représentante de la DGCS qui disait qu'il n'y avait pas d'acte de demande qui était posé. Nous, à Saint-Denis, on a travaillé sur un tas de formulaires, et notamment un formulaire de demande de domiciliation, dans un double objectif. C'est d'inscrire officiellement la demande à un endroit, parce que sinon elle est verbale et puis elle est nulle part, et 2, de rassurer les agents d'accueil, puisqu'elle est réalisée à ce jour par les agents d'accueil. Jusqu'en 2013, c'était nos travailleurs sociaux du CCS qui réalisaient les entretiens, compte tenu du volume de demandes. Alors nous, on n'ouvre qu'une demi-journée par semaine pour les demandes, et on a environ 100 à 150 personnes qui passent en l'espace de 3 heures pour faire une demande. Les volumes commencent à diminuer, mais ils sont assez conséquents. Au niveau, alors après, du travail autour du schéma départemental, donc de la domiciliation sur le 93, on a eu une double période avec les services de l'État. Jusqu'à 2011 à peu près, on avait eu des échanges assez réguliers. Et puis moi, on a dit qu'on donnait des réalités ici, qu'on donnait des choses qui se sont passées. En 2011, on a fait la grève des chiffres pour les services de l'État, parce que nous, on les sollicitait pour continuer justement à échanger, tenter de trouver un mode de faire. Comme ils ne nous recevaient plus, ne nous répondaient plus, à un moment donné, ils nous ont demandé nos chiffres en fin d'année, puis on ne leur a pas envoyé. Du coup, c'est tombé en même temps que toutes ces réunions qui se sont mises en place, et à partir de 2012, on a repris contact, et là, on est vraiment
un des départements visiblement qui avançons assez rapidement sur cette question des schémas. Alors, est-ce que ce serait de dire à tous les départements, alors ils ne sont pas tous représentés ici, qu'il faut faire la grève des chiffres auprès de l'État pour faire avancer? Je ne sais pas, hein, peut-être que la DGCS ne va pas être contente sur la chose. On reviendra peut-être tout à l'heure sur le 93, mais là je voulais entendre Françoise Leduc, donc pour le CCAS de Metz. Alors, qui va tracer un petit peu tout ça. La question qui nous intéresse, on a entendu parler tout à l'heure de l'informatisation. Alors, on le rappelle dans l'enquête, ça c'est un vrai sujet, la capacité de pouvoir gérer le stock, je serais tenté de dire. Comment fonctionne le service domiciliation? Enfin, comment vous mettez ça en œuvre? C'est derrière, c'est sur l'accompagnement social. On en a parlé, Marie en a parlé tout à l'heure sur l'accompagnement social. Bah, c'est quoi les freins, les avancées? Comment vous pouvez nous dire tout ça? Et puis il y a aussi le travail. Alors, on n'a peut-être pas été dans la grève des chiffres, mais le travail avec la direction départementale. Voilà, comment ça se passe tout ça du côté de Metz? Oui, alors Metz, c'est 130 000 habitants. Je rappelle, donc c'est quand même une ville qui est bien au-delà des 30 000 dont on parlait en chiffre maximum. Donc Metz le CCAS de Metz a une longue expérience de la domiciliation puisqu'on l'a toujours fait justement dans la perspective de l'accès au droit. Et c'est tout naturellement qu'en 2007, on l'a appliqué officiellement au moment donc de la mise en place de la loi DELO. Donc les chiffres, au jour d'aujourd'hui, il y a 530 élections de domicile actives, dont 178 AME. Les élections de domicile sont traitées le jour même. Les personnes sont reçues au CCAS par des travailleurs sociaux qui effectuent l'évaluation de l'élection de domicile. Dans 99,99% des cas, le lien avec Metz est avéré, mais c'est vrai que la difficulté de constituer ce lien est peut-être la chose la plus difficile, mais enfin je ne reviens pas là-dessus puisqu'on en a déjà largement parlé. Je voudrais simplement dire qu'il y a des communes qui ne font pas les élections de domicile, mais par manque d'information, par peur. Donc on exerce quelque part une forme de formation et après elles le font naturellement. Il y a une commune de l'agglomération de Metz qui refuse, c'est une position politique délibérée du maire. Le paradoxe veut que ce soit la ville de la déléguée de l'UNCAS. Mais bon... On rappelle à ce sujet que la position de l'UNCAS est très claire. Hein. On rappelle régulièrement à tous nos adhérents le fait que la domiciliation est une obligation. Après, voilà, il y a une libre administration, comme on dit, hein, et chacun est... Enfin, on n'est pas un réseau de franchise. L'UNCAS n'est pas une franchise, donc on n'a pas pouvoir sur tout le monde, mais on l'a vu tout à l'heure dans les enquêtes, hein, on l'a rappelé, il y a quand même, c'est à la marge, là, on va dire, ce qui pourrait être le choix politique est quand même assez résiduel. Tout à fait, parce qu'il y a quelques années, j'avais fait une enquête, justement dans le cadre de l'UD, une enquête sur le département, et il n'y avait pas de CCAS qui s'y refusait. Alors pourquoi une réception par le travailleur social? C'est tout simplement parce qu'il faut aussi, dans notre esprit, évaluer les facteurs d'évolution et d'accompagnement des personnes. Je rappelle simplement que le CCAS de Metz n'instruit pas les demandes de RSA, donc forcément ceux qui bénéficieraient du RSA ont un accompagnant, déjà un référent sur le plan social, mais il y a tous les autres donc, dont normalement nous devons assurer l'accompagnement. Alors on s'aperçoit qu'il y a de grosses difficultés, qu'il y ait cette différence entre le lieu de domiciliation et le lieu géographique du référent social, parce qu'il est plus facile de venir chercher son courrier, de demander des explications à l'hôtesse d'accueil qui va lui remettre le courrier, que de retourner voir le référent social qui se trouve quelques kilomètres plus loin. Vous m'avez demandé comment c'était géré. Oui, alors on a adapté le logiciel, qui est le logiciel de millésime, qui finalement est le logiciel de traitement unique du dossier, justement pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc c'est ainsi que sont gérés les passages.
Mais le courrier, il est bien sûr géré manuellement. Je peux dire que ça occupe à peu près la moitié d'un équivalent temps plein d'une hôtesse. Oui, alors je vais en venir aux relations avec la DDCS, puisque c'est la question que vous me posez. Effectivement, il y a une avancée récente. C'est une question essentielle. Oui, oui, puisque les chiffres correspondent à peu près à l'enquête. D'ailleurs, on se retrouve tout à fait là-dedans. Ça fait que c'est pas quand même faute d'avoir alerté le préfet sur le fait que le CCAS de Metz était le seul agréé à effectuer les élections de domicile. Il n'y a plus à ce jour, il n'y a aucune association d'agréés. Donc c'est pour ça que nous nous retrouvons avec l'ensemble des personnes à domicilier sur place. Or, récemment, la DDCS a pris en main ce chantier et a décidé de mener, dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental de domiciliation, une expérimentation sur la commune de Metz, avec, paraît-il, le regard bienveillant de l'État. Enfin, donc, partant des trois principes suivants, donc que la domiciliation est un axe fort du plan de lutte contre la pauvreté et la précarité, on l'a vu tout à l'heure, qu'il y a donc cette demande aussi de mise en œuvre des schémas départementaux, Madame Lelanne l'avait donc l'a rappelé tout à l'heure, et du contexte particulier de la Moselle où toutes les associations, enfin, il n'y a aucune association d'agréée par le préfet depuis 2013, d'où l'appui des CCAS et des disparités entre les CCAS qui posent un certain nombre de difficultés. Donc il y a une proposition qui a été acceptée de répartition des lieux de domiciliation par public. Ce qui n'est pas légalement tout à fait autorisé, mais sur lequel il nous semble que ça paraît cohérent. La Fondation de l'Abbé Pierre prendrait donc les ressortissants de la CE dans la logique du référent unique, et parce qu'aujourd'hui la Fondation de l'Abbé Pierre accompagne déjà les ressortissants notamment de Roumanie. Il y a un point d'accueil jeune qui intervient, qui va au-devant des jeunes qui sont en errance, des jeunes âgés de 18-25 ans qui sont en errance, donc eux seraient spécialisés, et tout à fait logiquement d'ailleurs, eux le sollicitaient depuis longtemps, accueilleraient les élections de domicile de ces jeunes. L'UDAF, qui par le biais d'une convention avec le Conseil général assure l'instruction et l'accompagnement des bénéficiaires du RSA SDF sur Metz, aurait tout logiquement la domiciliation de ces personnes-là, ce qui là est très intéressant parce qu'ils ont une localisation qui est très éloignée du CCAS et ils n'arrivent pas aujourd'hui à les faire venir à leur siège. Donc là, ce serait forcément une quasi-obligation. En ce qui concerne les demandeurs d'asile, de toute façon, là, c'est la plateforme de demandeurs d'asile qui est gérée par une association qui est la seule agréée et pour laquelle il n'est pas question d'aller ailleurs. Et le CCAS aurait tous les autres publics, ce qui, il n'en resterait encore à peu près, je pense, un peu plus de 200. Donc les personnes... Bon, je ne rentre pas dans le détail des déboutés, mais la question a été également vue pour tous ces publics particuliers, puisque c'est ceux-là qui posent difficulté. Je pense qu'on pourra revoir ça aussi au cours du débat. Merci, on l'a vu avec une expérimentation. Maintenant, je vais demander à Vanessa Lucadou, donc du CCS de Garges-les-Gonesse. On va voir un petit peu les différentes typologies de public. Il y a une question qui est importante qu'on a entendu parler tout à l'heure, c'est la question des personnes hébergées chez des tiers. Ça, c'est important. Et puis, c'est peut-être aussi également de voir l'impact de la domiciliation sur les équipements. Et puis, également, ce qui est un peu l'environnement. Voilà, c'est au-delà du principe de domiciliation en tant que tel. Tout à fait. Alors, Garges-les-Gonesse, c'est une ville de l'Est du Val d'Oise, 40 000 habitants, qui a le plus bas revenu du Val d'Oise. Et le nombre de revenus imposables, c'est 35%, pour vous donner un petit profil socio-économique. Notre activité de domiciliation, c'est à peu près 250 domiciliations en 2014, sachant que c'était 60 en 2009 et 230 en 2013, donc ça ne cesse d'augmenter. Et ça représente, on a 12 500 passages à l'accueil, un tiers c'est pour le courrier domicilié, donc c'est une charge de travail qui est très importante.
il y a un constat qui m'a vite marqué quand je suis arrivée, c'est que la domiciliation était le sujet sur lequel mon équipe m'interpellait le plus. Pourquoi ? Parce que la domiciliation n'est pas un dispositif purement administratif, sinon ça n'aurait aucun sens que les CCAS s'en occupent. Lors de l'entretien, on aborde le parcours de vie et on se questionne sur le sens de cette domiciliation dans ce parcours. Ça pose des questions un peu difficiles. Par exemple, pourquoi une personne est domiciliée depuis 5 ans ? Quelle est sa situation ? Il n'est pas sûr que ce soit une bonne chose de pérenniser la domiciliation d'une personne 5, 10, 15 ans. Donc voilà, on se pose la question de l'adéquation de cette réponse par rapport à ces situations. En fait, par rapport à la répartition des publics, effectivement, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est que, historiquement, le dispositif de la domiciliation est à destination des personnes sans domicile fixe. Or, notre constat, c'est que la grande majorité chez nous sont hébergés, que ce soit chez des particuliers, qu'il s'agisse de la famille ou non, ou à l'hôtel. On a aussi un cas très fréquent qui est l'impossibilité d'accéder à la boîte aux lettres, notamment à la suite de conflits familiaux et conjugaux. Et après, on a toute une multitude de cas particuliers, ça va être de la sous-location illégale, des marchands de sommeil, etc. Ce qui fait que le dispositif laisse de nombreuses zones d'ombre. Par exemple, effectivement, on en a discuté, Marie-Malé en parlait. Est-ce qu'on domicile une personne qui est hébergée, mais pour qui l'hébergement ne veut pas donner l'adresse parce qu'elle ne veut pas voir ses APL diminuer ou elle ne veut pas avoir à payer une taxe d'habitation ? On peut d'une part estimer que ce n'est pas forcément à l'hébergeant d'assumer ce coût. De l'autre côté, est-ce que ça ne relèverait pas de la fraude ? Et à mon sens, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur ce sujet et sur l'impact de ce dispositif au sein et sur la protection sociale. Après, effectivement, ce qui nous permet de trancher nous, c'est qu'il faut voir à une échelle plus large quel est le coût social et financier de l'errance. On a des cas un peu plus compliqués. Est-ce qu'on domicilie un enfant qui revient au domicile de ses parents ? Est-ce que finalement, c'est pas aux parents d'assumer leurs enfants ? Est-ce que là, pareil, est-ce que ça ne relèverait pas de la fraude ? Est-ce que c'est éthique de notre part de cautionner une telle situation ? Le problème de la domiciliation, tel qu'il est pensé actuellement, c'est qu'il s'appuie sur une définition du logement qui n'est plus une réalité pour beaucoup de personnes. En fait, c'est comme s'il y avait deux positions par rapport au logement. Soit on en a un, soit on n'en a pas. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus divers. En tout cas sur le terrain, et en cela, ça constitue une sorte de point aveugle des politiques publiques. Moi, personnellement, ça me fait un peu penser, notamment les années 80, par rapport au travail. On a eu beaucoup de mal à penser la zone grise du travail qui s'est développée, avec le CDD, le temps partiel, l'intérim, et notamment adapter la protection sociale. Par rapport à la domiciliation et le logement, j'ai l'impression qu'on est maintenant dans cette situation, notamment parce que les structures familiales évoluent, mais aussi en raison du manque de logement et d'hébergement dans certaines zones, dont l'Île-de-France est un exemple criant. Il s'agit donc déjà peut-être, pour repenser le dispositif de la domiciliation, de repenser le terme de logement. Peut-être qu'il ne faut pas accoler la domiciliation au logement, mais voilà, j'ai pas de proposition concrète, mais un autre terme, plus large. Parce que de ce fait, en ne prenant pas en compte ce nouvel état des choses, la responsabilité de trancher des questions qui devraient relever d'une réflexion nationale nous revient à nous, aux acteurs de terrain. Et voilà, et nous, au quotidien, on se rattache à notre cadre éthique et on essaye de trancher au cas par cas et de naviguer à vue. Ces questions sont d'autant plus importantes que, notamment dans le 95, les besoins en domiciliation sont loin d'être couverts et que ça pose la question de la charge de travail qui reste aux communes et aux CCAS qui s'en chargent. Et c'est d'autant plus problématique, ou en tout cas ça pose question, parce que le CCAS, en fait, avec sa domiciliation, vient valider l'ancrage territorial de la personne et constitue ainsi une porte d'entrée sur tous les autres services municipaux, que ce soit les crèches, écoles, centres sociaux, activités sportives et culturelles, etc. Ce qui veut dire que la domiciliation implique par ricochet l'ensemble des services municipaux, alors même que la décision n'est prise que par un seul service. Et ce qui accentue l'effet de cumul de la charge de travail et de la nécessité de répondre aux besoins sociaux. Pour reprendre ce que disait Marie Mallet pour conclure mon propos, je suis d'accord sur le type de raisons qui peuvent pousser une commune à ne pas domicilier.
La domiciliation est un dispositif purement communal, s'il s'agit par exemple d'une personne qui a résidé plusieurs années sur la commune qui se retrouve expulsée. Mais la personne hébergée, et plus encore à l'hôtel que je disais en particulier, n'est pas à proprement parler un habitant du territoire. Et la question que doivent se poser à mon sens les présidents de CCAS, c'est pourquoi est-ce qu'il reviendrait à la commune de prendre en charge la situation et d'en assumer le coût. Il est difficile de reprocher à un élu local de défendre l'intérêt de son territoire, et notamment quand c'est le maire qui est quand même l'élu de proximité par excellence. Et c'est, à mon sens, in fine, cette tension entre le local et le national qu'il convient de mettre à place si l'on veut que le dispositif de la domiciliation soit accepté par l'ensemble des territoires et qu'il prenne en compte la diversité des situations. Merci. On va. Ah bah alors en plus, vous avez même le droit aux applaudissements. Alors c'est